sunt bucur foarte mult să fiu aici printre voi, pentru că mi-am început cariera profesională aici, în România. Și aici, în România, am început să-mi dezvolt competența mea plurilinguă. Acum 15 ans și de atunci nu m-am mai oprit. Je disais que je suis très heureuse d'être ici avec vous à Iași, en Roumanie, parce que c'est ici que j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 15 ans. Et c'est aussi ici, en Roumanie, que j'ai commencé à activer ma compétence plurilingue, que j'en ai pris conscience, même si je ne l'appelais pas comme ça à l'époque, et que depuis, je n'ai jamais arrêté. Voilà, la rencontre avec le roumain, moi j'étais étudiante en latin, et puis je suis arrivée dans ce pays, et je me suis dit, mais tout le monde parle latin, un latin populaire, créole, c'est super, et j'ai commencé dès le premier jour à essayer de parler en latin, et ça marchait, bon, au début une fois sur 3, mais ça marchait. Que depuis, donc c'est là que j'ai pris conscience justement de comment on peut s'appuyer sur une langue qu'on a apprise pour en apprendre une autre, et depuis, je n'ai jamais arrêté d'exploiter ça avec toutes les langues que j'ai rencontrées. Et alors, la Didona, je représente ici Général à la langue française aux langues de France, à Paris. En fait, c'est une cellule, un service gouvernement chargé de la politique linguistique. Et je suis chargée de mission pour le plurilinguisme, pour le plurilinguisme et la francophonie. Et dans mon exposé, je voudrais d'une part montrer les liens qui existent entre la politique linguistique et la didactique des langues, et puis d'autre part aussi montrer, comme l'a dit Doina, peut-être un autre point de vue, pas un point de vue didactique, parce que je ne suis pas chercheur, je ne suis pas didacticienne, je suis ici une institutionnelle, et nous, quand nous travaillons sur la politique linguistique d'un État, en fait, nous pensons aux enjeux dans la vie quotidienne, aux enjeux sociaux, en fait, d'une politique linguistique, dans le monde du travail, pour la cohésion sociale. Enfin, c'est un peu un autre point de vue. Alors, je vais commencer peut-être par vous présenter brièvement la délégation générale à la langue française et aux langues de France, donc, qui est aujourd'hui rattachée au ministère de la Culture, mais qui a une mission interministérielle. C'est-à-dire que on nous a rattachés au ministère de la Culture parce qu'on considère que la langue est une dimension de la culture. Mais je travaille régulièrement avec l'éducation nationale sur des questions pédagogiques et pour justement des approches plurielles à l'éducation nationale. On travaille aussi avec le ministère de l'Heure, par exemple, sur l'intégration linguistique des travailleurs et le français en France. On a une mission un peu interministérielle. Et donc, cette délégation générale à la langue aux langues de France, pour vous rendre son ancêtre, son maître, il est né en 1966 sous la tutelle du Lidou. C'était le Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française. Donc là, vous voyez le vocabulaire utilisé dans les années 60. Une politique linguistique ne pouvait être en France qu'une politique expansionniste de promotion, de diffusion de la langue française à l'étranger, mais avec pas de signe d'ouverture aux autres langues, hein, ni de mise en contact avec les autres langues. En 1984, ce Haut Comité a été dissous, a été remplacé par deux comités. Et puis, en 1989, ces deux comités ont été rendus supérieurs de la langue française, qui n'existe plus aujourd'hui, et par la Délégation générale à la langue française. Et j'en arrive à 2001, donc il y a une petite quinzaine d'années, et là, ça marque un tournant dans la politique linguistique de l'État, parce qu'on a rebaptisé notre Délégation générale à la langue française et aux langues de France, la Délégation générale à la langue française, on l'a rebaptisée Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Donc ça montre à partir de 2001 une reconnaissance officielle des autres langues parlées en France, de la diversité linguistique de la France. Et donc c'est vraiment un tournant politique. Alors nos missions, depuis le début, c'est garantir la langue française et garantir un droit au français. En France, on a une loi
en France, on a une loi, la loi Toubon, hein, qui date de 1994, qui régit le droit au français. Tous les citoyens ont le droit d'obtenir une information en français et de s'exprimer en français. Ça ne veut pas dire qu'on interdit les autres langues. Mais par exemple, je vous donne un exemple, la loi Toubon interdit de commercialiser en France un produit dont la notice ou le mode d'emploi ne serait pas aussi en français. Alors il peut bien sûr être en roumain, en espagnol, en allemand, mais il faut qu'il soit aussi en français parce qu'en France, il y a des francophones monolingues. Et si on achète un médicament et qu'on n'a pas la posologie en français, ça peut être dangereux. Si on achète un appareil électrique et qu'on n'a pas le mode d'emploi dans une langue qu'on connaît, ça peut aussi être dangereux. Donc il y a des questions de sécurité. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc c'est cette première mission. En ce qui concerne les universités, Christian Tremblay en a parlé un petit peu hier. Ce droit au français aussi permet de pouvoir faire des études en français. Hein. Il y a eu une loi en 2013 qui a été très débattue parce qu'il était question de proposer des cours tout en anglais à l'université. Et bon, la loi Toubon demande qu'on puisse obtenir des enseignements aussi en français. On ne peut pas, sauf certains cas particuliers, proposer des cursus tout en anglais. Bon, c'est une loi un peu qui sert à protéger la langue française, en fait. Donc, deuxième mission, mettre la langue française au service de la cohésion sociale. Donc là, c'est tout le travail d'intégration linguistique des migrants qui ne parlent pas français, mais aussi de lutte contre l'illettrisme, par exemple. Enrichir et moderniser la langue française. Donc, nous travaillons avec des terminologues qui travaillent avec des experts dans des commissions de terminologie pour des mots en français qui correspondent aux nouvelles réalités et aux nouveaux concepts et aux nouvelles pratiques, aux nouveaux objets. Par exemple, souvent, les mots les nouvelles technologies, souvent on utilise des mots anglais pour les désigner. Et en fait, nous, on propose des mots français pour justement pouvoir continuer, pouvoir avoir un mot en français et ne pas recourir systématiquement à l'anglais. Ensuite, favoriser la diversité linguistique. Donc, on considère que la diversité linguistique, qu'il s'agisse des langues régionales comme des langues de l'immigration, toutes les langues parlées en France ont un potentiel économique, culturel, éducatif. Donc, il faut encourager et non pas un handicap, et non pas un obstacle à la cohésion sociale. Et enfin, promouvoir et valoriser les langues de France. Elles sont répertoriées dans une liste. Dans toutes les langues régionales parlées dans et il y a de France aussi certaines langues qui sont parlées et massivement, comme l'al ou le berbère, par exemple. Je vais parler un peu du lien entre politique linguistique et politique en France, qui est déjà longtemps hostile au plurilinguisme. Alors, historiquement, ça s'explique en tout cas au XIXe siècle. La construction des États-nations, on a vécu en fait une période européenne, nationaliste, quand les États-nations se sont construits, et parce qu'on pense que la langue est l'oscillation et que la nation ne peut pas solide que si à l'intérieur une unité, que l'unité linguistique était nationale. Là, je voudrais citer Pierre Crevé, un linguiste, entre l'ancien régime public, on est toujours dans le culte de l'un. Il s'est produit un transfert de sacralité à la personne du monde à la linguiste considérait qu'il n'y a qu'une seule langue. S'il y a plusieurs langues dans un État, c'est la cacophonie. On ne va pas sentir vraiment l'identité nationale. On ne va pas. C'était une période, c'était
juste avant les 2 guerres mondiales quand même, et donc qui justement, une période justement nationaliste, où on essayait de faire en sorte en France que tous les Français se sentent français. Mais à l'époque, moi je suis bretonne par exemple, à l'époque en Bretagne, on ne parlait pas français en majorité, et unir, apprendre la linguistique pour pouvoir consolider les. Et donc on partait de ce postulat que l'emploi d'une autre langue que la langue nationale nuisait à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Et donc, ça avait des conséquences sur la didactique des langues. Parce qu'en didactique des langues, à l'époque, et encore jusqu'à maintenant, mais ça évolue quand même, on considérait qu'apprendre une langue, c'était apprendre une langue connectée de son usage local aussi, parce qu'il peut y avoir des régionalismes d'une région à l'autre. On a peur de ses attitudes, l'erreur était vraiment soignée, et puis surtout peur de mélange entre les langues, ça c'est une faute impardonnable. Donc, une langue haute et surtout ne pas la mélanger avec et donc décloisonnant. Quelques témoignages qui montrent que pourtant à l'époque des personnes, en fait on pourrait travailler l'intercompréhension à l'école. Jean Jaurès, un politique qui est intellectuel français d'enseignement primaire, le 15 octobre 1911, occitan, il parlait occitan et français, il était bilingue. J'ai été frappée de voir les pays latins que en combinant une variante de l'occitan et par une certaine habitude des analogues, prenait en très peu de jours le portugais. Si par la comparaison du français et du languedocien ou du provençal, les enfants du peuple, dans tout le Midi, c'est-à-dire dans tout le Sud, dans tout le Midi de la France, apprenaient à trouver le même mot sous 2 formes un peu différentes, ils auraient bientôt en main la clé qui leur ouvrirait sans grands efforts l'italien, le catalan, l'espagnol, le portugais. Et ils se sentiraient en harmonie naturelle, en communication aisée avec ce vaste des races latines qui aujourd'hui, dans l'Europe méridionale, Amérique du Sud, développe tant de force et d'audacieuses espérances. On le voit dans le projet Myriadi. Jean Jaurès serait heureux de voir le projet Myriadi, je pense. Et pour l'expansion économique comme pour l'agrandissement intellectuel de la France du Midi, il y a là un problème de la plus haute importance et sur lequel je me permets d'appeler l'attention des instituteurs. Donc voilà, il avait déjà vraiment compris tout l'intérêt d'utiliser l'intercompréhension dans l'enseignement des langues. Je vous cite un autre intellectuel, Ferdinand Buisson, qui a travaillé avec Jules Ferry, un ministre de l'Instruction publique, et qui a écrit un dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire qui est sorti en 1882. Et Ferdinand Buisson dit « On se borne encore à étudier la langue française en elle-même, ou tout au moins à la comparer à sa mère, la langue latine, sans la rapprocher de ses langues sœurs, l'italien, l'espagnol, le provençal. Donc, si nous sommes une fois persuadés que l'enseignement doit de nos jours être non pas dogmatique, mais expérimental, donc il était déjà très moderne, nous nous convaincrons que les exemples tirés des autres langues romanes peuvent nous être d'une aide journalière dans les démonstrations que nous avons à faire au sujet de la langue française. L'étude des autres langues est donc indispensable pour la connaissance historique et raisonnée de notre propre langue. » Il a écrit ça en 1882, et quand le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire a été réédité en 1911, cet article a été supprimé. En 1911, on est à la veille de la Première Guerre mondiale. Et justement, pour gagner la guerre, il faut que les Français se sentent français. Il faut leur imposer seulement le français. Il faut éradiquer les langues régionales. Et donc,
Et donc, on fuit tout ce qui peut rappeler l'existence des langues régionales comme le provençal et l'occitan. Donc, voilà pour vous un repère historique et puis le lien entre la politique linguistique et la didactique des langues. Mais aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, je suis chargée de mission pour les plurilinguismes et je travaille pour l'État. Donc, si l'État m'a recruté, c'est que l'État a un petit peu évolué, il pense un peu les choses différemment. Et donc, nous avons la possibilité, même si nous n'avons pas un grand pouvoir et nous sommes une petite équipe, d'orienter un petit peu la politique linguistique de l'État, de conseiller un petit peu les ministres. Et donc, voilà, nous essayons de promouvoir l'intercompréhension. Et là, je voudrais vous citer un document officiel qui a été rédigé dans nos murs, en fait, mais signé du Premier ministre, la circulaire relative à l'emploi de la langue française, dont on est chargé, et qui a été signée par le ministre Jean-Marc Ayrault, et où on a pu faire passer un message sur l'utilisation de l'intercompréhension qui peut être utile en contexte professionnel international, dans l'administration. Et donc le Premier ministre était tout à fait d'accord puisqu'il a signé. Donc, qu'il représente officiellement notre pays au sein d'une organisation multilatérale, qu'ils interviennent en tant qu'experts dans un groupe de travail international ou qu'ils soient impliqués dans une relation de travail avec un partenaire étranger, les agents de l'État sont de plus en plus souvent amenés à s'exprimer dans un cadre international. Il ne sera fait usage d'une langue tierce qu'en ultime recours. Moi, en tant qu'agent de l'État, je suis censée m'exprimer en français, sauf s'il n'y a vraiment pas d'interprétation, pas d'autre une autre langue. Car souvent peut satisfaire des besoins plus souvent des échanges au point de vue compris de nos interlocuteurs. C'est-à-dire que si je suis moi en négociation avec un Espagnol et qu'on décide de se parler en anglais parce que je ne maîtrise pas assez bien l'espagnol et lui pas assez bien le français, on risque de ne pas exprimer nos idées de manière aussi nuancée, aussi claire que si on les exprimait dans notre langue maternelle. Et ça a des conséquences sur les enjeux de la rencontre. Dans certains cas, si nos partenaires étrangers ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour s'exprimer en français, ils ont néanmoins une connaissance passive de notre langue. Et de la même manière, nos représentants peuvent être en mesure de comprendre une ou plusieurs langues de communication internationale sans pour autant être capables de s'exprimer avec facilité dans les dites langues. Cette situation peut inciter à proposer un mode de communication qui établit une plus grande parité dans l'échange. Chacun, dès lors qu'il comprend la langue de son partenaire, peut s'exprimer dans la sienne. Donc voilà, on encourage l'intercompréhension dans les services de l'État, chez tous les agents de l'État. Alors, mais l'intercompréhension a bien d'autres enjeux professionnels. Et là, je voudrais vous citer ou vous rappeler, en tout cas pour ceux qui le connaissent, l'existence d'un master qui a été créé en France en 2005 à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, un master qui s'appelle Gestion multilingue de l'information et dont le cursus est constitué en grande partie de cours d'intercompréhension. Alors, la création de ce master part d'un constat, c'est que les technologies de l'information et de la communication sont de plus en plus incontournables aujourd'hui. Qu'on a besoin de former des personnes capables de rechercher l'information sur Internet, de la décrypter, de l'analyser, de la traiter et de la rendre accessible et compréhensible. Mais alors l'information qui circule sur Internet, vous savez, elle est multilingue. Et donc ces étudiants, ils vont apprendre à lire et à traiter des informations dans 7 langues européennes, le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, l'italien et le portugais. Et donc, et les débouchés sont assez variés. Vous voyez, web rédacteur, webmaster éditorial, chargé de veille informationnelle, gestionnaire de contenu, chargé de projet web, chargé de communication, chargé d'études en intelligence économique, animateur de communauté en ligne. Et le taux d'emploi, et c'est très encourageant, le taux d'emploi est de 85% à 6 mois après l'obtention du diplôme et de 97% un an après l'obtention du diplôme. Donc je pense que c'est quelque chose aussi, ça c'est un exemple concret qui peut nous servir d'argument, je pense, pour défendre l'intercompréhension, aujourd'hui, à l'époque actuelle. Alors un autre exemple que je veux vous montrer, que je trouve admirable.
c'est l'exemple du réseau international de la Cité des métiers, qui a créé un projet qui s'appelle le projet PREFIC, projet de réseau européen pour la formation en intercompréhension. Alors, la Cité des métiers, en fait, bon, la principale en France est située à la Villette, à Paris, et puis il y en a plusieurs en France, et il y en a plusieurs en Europe. Hein. Et donc, c'est un organisme, une structure qui a vocation à diffuser de l'information concernant l'emploi, la carrière, et il travaille en réseau. Et cette Cité des métiers à la Villette, elle travaille dans un réseau de 40 cités, 40 plateformes qui sont installées dans une dizaine de pays, tous des pays de langue latine, de langue néo-latine. Et puis ils se retrouvent une fois par an. Et puis jusqu'à présent, enfin jusqu'en 2013, ils utilisaient l'anglais principalement quand ils se retrouvaient, ou bien le français. Et puis c'était pas tout à fait satisfaisant. Parce qu'il y avait des gens qui ne parlaient pas assez bien anglais, et du coup, ou pas assez bien français, et du coup, qui ne s'exprimaient pas, qui ne prenaient pas part au débat. Donc forcément, les francophones natifs, ben, c'était eux dont les points de vue se distinguaient, en fait. Enfin, il n'y avait pas d'équité, en fait, linguistique dans la communication, dans les échanges. Ils se sont dit, ça ne va pas. À la Villette, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un autre moyen de collaborer. Et donc, ils ont monté un projet qui a été soutenu par la Commission européenne dans le cadre du partenariat éducatif Grande Vie. Et alors, les objectifs du projet, c'était promouvoir l'idée que l'usage de l'intercompréhension est pertinent dans le cadre d'un réseau professionnel européen, réaliser un parcours de formation adapté aux besoins du réseau européen de la Cité des métiers, améliorer la qualité de la communication dans le respect de l'équité linguistique au sein du réseau, créer un réseau européen de formateurs à l'intercompréhension pour un public d'adultes impliqués dans les collaborations internationales, et expérimenter cette pratique dans le cadre d'une rencontre internationale. Alors, quels ont été les résultats? Ils l'ont fait, hein, ils le font depuis. Ils se retrouvent et ils travaillent seulement, chacun s'exprime dans sa langue. Et les résultats sont très positifs et je veux vous montrer un témoignage. Alors, les résultats, déjà, on constate une équité linguistique, donc une participation constructive de tous ceux qui n'osaient pas s'exprimer avant parce qu'ils avaient peur de leur mauvais anglais ou de leur mauvais français, une réelle mutualisation. Et puis, on a remarqué aussi que l'intercompréhension influe sur la manière d'être ensemble et sur les savoir-être. Il y a plus de réciprocité, il y a plus d'autonomie individuelle, mais il y a aussi plus d'écoute et de respect dans les échanges parce qu'on est obligé de bien articuler pour se faire comprendre. Et puis, on a constaté sur ces personnes ou des enseignants comme nous, un regain d'intérêt au stage des langues étrangères. J'ai l'impression que le lien marche. Alors, un témoignage. Je faisais partie de ceux qui, notamment l'an dernier, mais aussi l'année d'avant, étaient un peu surpris et frustrés aussi de voir comment les étrangers, les non-francophones qui ne se débrouillaient pas dans notre langue étaient... C'est du liquide, sinon, je mets le... Là, un peu... non, j'ai appuyé sur le lien. Oui, mais je pense que ça ne s'affiche pas. Ah, d'accord. Si tu, par exemple, si tu essaies... Je sors alors. Dans les ateliers, parce que c'était... Ici, tu fermes ça. Ouais, mais il n'y a pas de croix. C'est là? Je crois. Là, je retombe sur Internet. Là, ça ne marche pas? Non, ça ne s'affiche pas. Oui, mais non, c'est pas ça, c'est que ça ne s'affiche pas. Ici, on a Internet, mais à l'écran, on a PowerPoint. Donc, ça ne s'affiche pas.
Ben voilà. Oui, oui, oui. Je faisais partie de ceux Oui, qui, oui. notamment l'an dernier, mais aussi l'année d'avant, étaient un peu surpris et frustrés aussi de voir comment les étrangers, les non francophones qui se débrouillaient pas, étaient là un peu hagards dans les ateliers parce que c'était très, très mal. La compréhension était très compliquée pour eux. Il y avait des traductions qui ne se faisaient pas vraiment. On commençait à traduire, puis on finissait pas. Enfin bref, il y avait un sentiment que je sais que vous avez discuté avec des collègues de frustration, de voir que d'un réseau international, on n'arrivait pas en fait à parler sauf avec ceux qui maîtrisaient l'anglais. Et donc là, cette année, c'est la première année, et je crois que on avait vu le bilan général des interventions qu'on a eues. C'est la première année qu'il y a une vraie sensation, et pas qu'une sensation, une réalisation de vrais échanges entre des francophones et des non francophones qui n'ont pas été là du coup mis en minorité sous prétexte qu'ils étaient moins nombreux, parce qu'en fait c'était un peu la loi du plus grand nombre qui jouait. Et donc ça a amélioré énormément la qualité des échanges même et où chacun a trouvé sa place. J'ai trouvé ça très, de ce côté-là, très intéressant. Quand vous dites vraie communication, est-ce qu'on peut décrire un peu cette qualification? Oui, moi ce que j'ai trouvé, c'est que le fait que chacun utilise ces mots était beaucoup plus facile, ces mots dans sa propre langue, et qu'il fasse l'effort plutôt à l'écoute. En fait, c'est à l'écoute que la difficulté se présente. Plus d'entraide des autres membres du groupe qui peuvent aider à la compréhension. Et par contre, ça bloque pas l'expression, parce que même si on fait attention, et là on s'en est rendu compte aussi dans les assemblées plénières, on fait attention à comment on parle, à parler plus doucement, à utiliser moins de mots, ça va, ça c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Si on accepte cette consigne-là, tout le monde est capable de parler plus doucement, voilà. Et donc s'il le fait, et après l'effort étant et à la compréhension, ce qui expose moins, je trouve, au niveau du rapport aussi, du rapport humain, ça expose moins à ses déficiences et à ses manques et à ses difficultés. Donc, et puis en plus, on peut contrôler ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas. Bon, à des moments, on peut aussi jouer de ça, en disant que ça fait rien, j'ai pas compris, mais je vais pas pour autant demander à ce qu'on me réexplique. C'est pas forcément très grave ou c'est pas important. Mais donc du coup, je trouve en termes de poste, ça crée donc ces éléments-là, je trouve que chacun se sent à l'aise dans sa langue et donc l'effort est à la compréhension. Il me semble que ça change tout. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a gêné le travail dans le cadre des ateliers, le fait de devoir faire ces efforts? Non. Non seulement ça ne l'a pas gêné, mais on a vu des efforts de synthèse qui ont été aussi utiles au sein du français. Bon, parce que là, pour moi, c'est du français, mais on a vu des intervenants, des présentations beaucoup plus fluides, beaucoup plus posées, là où chacun a toujours tendance à en rajouter un peu. Je pense non seulement ça n'a pas gêné, mais à aucun moment j'ai senti que des participants, moi j'ai présenté deux expériences, j'ai jamais senti dans les regards des gens agacés ou qui disaient ça va pas assez vite ou je sais pas, voilà, on perd son temps. Je crois pas une seconde que ça a généré ça, mais par contre ça a généré, enfin comme effet plus positif, je trouve, du écoute, se coupe pas la parole, et donc je pense que globalement l'échange, même s'il n'y avait pas de non francophones, dans ces conditions-là, était meilleur. D'accord. Et il me semble que vous aviez été sollicité pour participer au projet Préfic. Oui. À ce moment-là, vous pensiez quoi de cette proposition? Je pensais quoi, je vais être le repéré comme. Mais j'étais pas tout seul parce que je suis rassuré. Je sais qu'Olivier avait aussi eu Olivier Lazernias avait été aussi un de ceux qui disaient oh là là. Il l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, pour pas trop chercher la barque. Moi, j'étais très sceptique, pas sceptique parce que sceptique sur l'opportunité
exactement ce que disait Olivier d'ailleurs, sur l'opportunité de s'engager dans ce type de travaux-là, alors qu'on en avait plein d'autres à faire. Voilà, donc il y a déjà plein d'ateliers, plein de chantiers, plein de groupes de travail qu'on n'arrive pas à mener. Aller s'amuser à faire l'intercompréhension des langues romanes, tout ça, c'était un jeu pour moi qui je me disais, mais là, on est où, quoi? C'est un peu ça. Puis après, ignorant que j'étais de la méthode, je me disais, bon, d'accord, enfin, je cherchais pas à comprendre tellement, justement, qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'on pouvait se parler, bon, sauf à apprendre des rudiments de vocabulaire. Pour moi, j'avais compris ça, des rudiments de vocabulaire, qu'on faisait pas attention. Mais je voyais pas bien ce qu'il y avait derrière ça. Et force est de constater que c'est pas, voilà, qu'effectivement, ça dépasse complètement. Non seulement c'est pas simplement une technique pour se parler entre francophones, non francophones, pour ce qui est dans notre cas, mais ça a été une vraie, c'est une démarche symbolique aussi de capacité à se parler au sein d'un réseau qui est international, européen, qui est européen. Et là, du coup, ça justifie qu'on consacre du temps à une technique. Effectivement, ça dépasse complètement la technique, parce qu'à partir du moment où on commence à être capable à se dire, tiens, je peux même travailler avec Milan, même si Milan, il parle anglais, mais ça fait rien avec ça, je pourrais essayer de faire quelque chose avec eux. Et donc, ça ouvre des portes en termes de collaboration, de coopération. Ça renforce énormément la coopération entre les membres du réseau. Ça, là, du coup, ça ne peut pas le réduire simplement à l'outil technique. D'accord. Voilà, je fais partie des sceptiques qui ont été convaincus. Voilà. Et par rapport à l'anglais, parce que justement, la collaboration, elle est possible aussi avec l'anglais. Ouais. Et c'était ce qui se faisait auparavant. Ouais, c'était ce qui se faisait auparavant. Alors, moi, je trouve que ça fait du bien d'une certaine manière. En plus, moi, je suis très fanat de l'anglais. En plus, enfin, moi, j'aime bien cette langue. Mais mine de rien, ça a un sens culturel quand même. Ça vaut le coup de se rapprocher de ces racines latines, des latines d'ailleurs. Latine, romane, comme oui. Ça va marcher comme ça. Ça montre qu'on n'est pas obligé de passer dans le modèle anglo-saxon en permanence, bon, même si voilà, c'est une langue qui sert aussi de véhicule international et tant mieux, mais qu'on peut, ma foi, sentir bien communiquer sans passer dans ce goulot d'étranglement. Ça, c'est plutôt bien. Et oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que en même temps, dans les échanges, moi j'ai vu des présentations PowerPoint en anglais, et c'est pas inintéressant de mixer. Pourquoi pas mixer l'intercompréhension langue romane avec dans un face-à-face avec un échange avec les participants et de la visualisation en anglais. Moi, je crois qu'il faut être intégriste non plus dans l'affaire. Et je pense que mixité de tout ça fait qu'au final, tiens, je chope un bout en anglais, je peux regarder un peu ce qui est écrit, comme ça, si j'ai pas bien compris l'oral, si c'est passé trop vite, je me raccroche. Enfin, je pense que en mixant tout ça, ça peut améliorer. De toute façon, ça améliore la compréhension. Donc, je crois qu'il faut pas je pense qu'il faut pas l'opposer. Enfin, il faut réussir à l'intégrer, mais ça fait du bien de certaine manière. Moi, j'étais surpris parce qu'encore une fois, je suis en plus en train je reprends des cours d'anglais parce que vraiment, j'avais vraiment très envie de maîtriser cette langue un peu mieux et ça m'a pas du tout frustré de me dire tiens, là en fait, tu ne veux pas parler. C'est autre chose. Je crois que là, dans ce cas d'une méthode comme celle-là, c'est autre chose. On n'est pas dans l'apprentissage d'une langue. Je crois que c'est un peu différent. On apprend à communiquer, ce qui n'est pas tout à fait à se comprendre. Voilà, c'était un petit peu long, mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit. Hein, c'est une super vidéo, celle-là. Ça, c'est une super trouvaille. Hein. Ah, mais oui, oui, oui. Oui, puis on voit qu'en fait, il n'a pas préparé. Mais qu'est-ce qui sort? Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment, je voulais absolument vous montrer ça. Et comment je sors? Non.
Là, vous avez de nouveau le PowerPoint? Oui. D'accord. Et donc, je voudrais aussi vous parler de l'intercompréhension. Donc, vous voyez l'utilisateur, hein, je suis désolée si vous n'entendiez peut-être pas bien, ou au fond, c'était un petit peu difficile d'écouter ce témoignage. En tout cas, l'intercompréhension, c'est aussi un moteur de dialogue interculturel. Et donc ça aussi, dans les relations interculturelles, qu'elles soient professionnelles ou non, ça peut être... on peut donner des exemples de pratiques très positives. Alors, déjà, l'intercompréhension, là, je vais parler du niveau plus politique, ça permet d'apprendre conscience d'une appartenance à une communauté, à un espace commun qui est la romanité. Et là, je voulais vous dire justement, au niveau politique, il existe une alliance des espaces linguistiques, des 3 espaces linguistiques que sont la lusophonie, l'hispanophonie et la francophonie, qui ont chacun une institution qui représente ces espaces. L'Organisation internationale de la francophonie pour la phonie, la Communauté des pays de langue portugaise pour la lusophonie et l'Organisation des États ibéro-américains pour l'hispanophonie. Et ces 3 espaces linguistiques, ces 3 institutions internationales collaborent ensemble, notamment sur la promotion de l'intercompréhension. Donc pour l'instant, il y a déjà des petites expériences qui ont été faites, peut-être pas assez, mais ils ont l'intention de continuer justement, et l'idée c'est bien sûr de promouvoir l'intercompréhension entre langues romanes, donc de promouvoir aussi la diversité linguistique et de ne pas recourir systématiquement à l'anglais. Alors cela a du sens particulièrement dans notre contexte européen. En Union européenne, alors là j'ai des chiffres de 2010, je m'excuse, je suis tombée sur eux il y a 2 jours, donc je les ai rajoutés à mon PowerPoint. Peut-être ça a sensiblement changé, mais alors à l'époque, sur 500 millions d'Européens, 200 millions étaient de langue romane. Donc vous voyez, et pourtant la langue utilisée dans les organisations européennes est majoritairement, très très majoritairement l'anglais. Et ça ne se justifie pas si on est près de la moitié à parler une langue romane. Donc là aussi, dans notre contexte actuel, contemporain, ça se justifie. Et puis, un dernier élément, en France, qui est un pays d'immigration, en France, les langues romanes constituent des grandes langues de la migration. Nos premières migrations, c'était les Italiens et les Portugais, enfin, je veux dire, au XXe siècle. Et puis les Espagnols. Et puis maintenant, on a une forte migration roumaine. Et donc justement, apprendre à maîtriser l'intercompréhension, c'est aussi s'ouvrir aux populations qui arrivent dans notre pays. Donc, là, je dirais que l'intercompréhension est un facteur d'intégration. Alors là, donc, je vous ai dit en introduction que j'étais latiniste. Et donc, je voudrais vous montrer un petit exemple aussi d'une activité que fait une enseignante de latin de l'Académie de Strasbourg en France. Elle appelle ça la fleur étymologique. Mais elle fait plein d'autres activités de ce type. Et puis, oui, c'est vraiment de l'éducation plurilingue. En fait, il y a beaucoup d'enseignants de latin qui considèrent qu'on pourrait enseigner le latin différemment. Ça, je tenais à en parler un petit peu parce que c'est des langues, enfin, en Roumanie comme en France, c'est un enseignement qui est en voie de disparition. Et je trouve ça dommage, parce que je crois que si je suis chargée de mission pour le plurilinguisme, c'est parce qu'au départ, je fais du latin. Et donc, je pense que l'enseignement du latin peut aussi servir, en fait, être orienté vers le développement des compétences métalinguistiques de l'élève et de sa compétence plurilingue. Et je vous donne cet exemple, hein, qui est super. Donc, vous voyez une fleur qui se dit flos en latin, flos floris. Et puis, vous voyez, elle a des pétales de différentes couleurs, avec des mots dans différentes langues, mais qui découlent de cette même racine latine. Et donc, il est censé colorier les cases blanches dans la couleur qui correspond. Donc, mot latin d'origine, la case, il va la colorier en jaune, bien sûr. Alors, on voit qu'il y a une case roumain. Elle sera de quelle couleur, cette case? Marron. Oui, parce que vous voyez, il y a floare, fiore, donc c'est de l'espagnol, je pense. C'est l'italien, et fiore, c'est fiore. Mais il y a fiore. Ah non, c'est flore, d'accord. Flore, je crois que c'était un i, c'est pour ça.
Fiore, c'est l'italien, et Flore, c'est l'espagnol, et elle a rajouté aussi de l'anglais, flower. Donc, on montre aussi comment une langue germanique peut avoir un lexique roman très important et comment on peut faire de l'intercompréhension. Donc, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est comme ça qu'on devrait enseigner le latin aujourd'hui et que le latin doit en fait constituer un appui pour l'enseignement des langues romanes et pour le développement de la compétence plurilingue. Alors, je voudrais finir aussi sur un message de paix. Je voudrais finir sur un message de paix. Donc, en fait, j'ai rencontré une association à Paris qui s'appelle Parler en paix. Et cette association, elle a été créée par 2 enseignants, un enseignant d'arabe moderne et un enseignant d'hébreu moderne. Et en fait, ils ont décidé de créer une association où ils proposent des cours, mais quand vous vous inscrivez, vous avez... Pardon. C'est l'association de Sophia Martel. Je n'ai pas vu ce nom, mais peut-être je ne les connais pas tous. Alors, en fait, quand vous vous inscrivez à cette association, vous vous inscrivez à des cours conjoints d'arabe moderne et d'hébreu moderne. C'est-à-dire que vous faites 1 heure d'arabe, 1 heure d'hébreu, mais en fait, vous vous appuyez sur l'arabe pour apprendre l'hébreu et sur l'hébreu pour apprendre l'arabe. Et donc là, je vous ai montré un petit tableau, un exemple, donc c'est l'association qui me l'a envoyé, un exemple des grandes similitudes qu'il y a entre ces 2 langues. Et quand on voit ça, vous voyez, c'est le même mot pour œil, c'est presque le même mot pour nez, pour tête, c'est clairement les mêmes racines. La main, yad, la pluie, c'est le même mot. Bon, la paix, salam, shalom. Donc vous voyez, frère, mère, père, tout ça, c'est les mêmes racines, des mots très usuels comme écrire, manger, ouvrir. Et donc, dans cette association, justement, les gens qui apprennent l'arabe et les gens qui apprennent l'hébreu apprennent aussi à passer d'une langue à l'autre et à comprendre la langue de l'autre. Et là, je pense aussi que quand on voit ces similitudes, bon, tous au courant du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies, mais moi, je me dis que si on développait l'intercompréhension en Israël, peut-être justement on favoriserait un dialogue plus pacifique, puisque le recours à l'intercompréhension, c'est une dimension éthique aussi, et ça favorise la découverte de l'autre et le respect mutuel et la prise de conscience qu'on est finalement des frères. Donc voilà, je voulais finir sur ce petit message de paix pour la paix en Israël et en Palestine. Et voilà. Vous pouvez prendre mon adresse. Ah oui, et j'ai une information. Je suis actuellement, avec la collaboration de Sandra notamment, en train de finaliser une brochure sur l'intercompréhension, parce que le service dans lequel je travaille fournit des publications. Et donc, il y aura début juillet pour le stage de formation des professeurs de français langue étrangère du BELC à Nantes. Cette publication va être lancée. C'est une publication d'une 20aine de pages. Et vous pouvez m'écrire si vous voulez la recevoir. De toute manière, Doina en recevra un gros paquet. Et donc, c'est un peu un document qui se veut un document un peu de référence sur l'intercompréhension aujourd'hui et qu'est-ce qui est au niveau didactique surtout, mais aussi au niveau interculturel et voilà, au niveau de la pratique en général. Merci.